nous arrivons au terme de cette formidable journée, cette première événement Impact au pluriel santé organisé par la Tribune. Et on a le plaisir de recevoir, j'ai le plaisir d'interroger Frédéric Valletoux, que je connais bien, et qui est le 7e ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Donc on lui souhaite évidemment le meilleur pour la suite. Frédéric Valletoux, vous avez peut-être lu la Tribune dimanche, de dimanche dernier, où on a fait un supplément et avec un sondage qui, je crois, ne vous a sans doute pas surpris. 3/4 des Français sont très inquiets de l'état de santé, de notre système de santé, et je pense qu'il se détériore. Ils ont également une préoccupation, on va en parler, sur la part du public et du privé, avec un renforcement, une forme de privatisation peut-être de notre système de soins, qui peut-être être une bonne ou une mauvaise chose. En tout cas, on aimerait vous entendre là-dessus. Peut-être la première question, je sais que vous vouliez réagir au débat précédent, mais vous pourrez le faire, mais première question, c'est votre rapport d'étonnement, vous qui avez été président de la FHF, qui avez vu finalement les choses du point de vue de l'hôpital et de la crise de l'hôpital, notamment dans cette période du Covid qui a été particulièrement difficile. Votre rapport d'étonnement quand on arrive rue de Ségur, avenue de Ségur. Merci. Alors, je suis le 7e ministre, comme vous le rappeliez. J'essaierai de laisser autant de souvenirs que les 6 précédents. Alors, j'arrive, moi, en toute humilité ou modestie, à ces fonctions qui sont compliquées. Et dans le rapport d'étonnement, moi, je suis frappé par la perte de sens qui frappe, j'allais dire, beaucoup des intervenants, je ne dis pas tout le monde, hein, mais beaucoup des intervenants de ce secteur de santé, qui finalement aujourd'hui, et quel que soit leur niveau dans la chaîne de prise en charge, depuis certains professeurs de médecine, en passant par certains industriels, cofinanceurs, jusqu'à des gens qui vraiment le plus près possible des patients s'occupent d'eux, finalement sont assez perdus sur finalement quel est le sens de notre engagement dans un système qui dysfonctionne, dont ils sentent bien effectivement que les Français sont très tendus à le voir se fragiliser comme ça, et sans doute que le Covid a sans doute ajouté à des difficultés qui étaient là avant le Covid, mais qui effectivement font que aujourd'hui beaucoup s'interrogent sur le sens de leur métier. J'y consacre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Mais finalement, pourquoi dans un système qui dysfonctionne un peu, où on a l'impression que l'hôpital va pas bien, quand on regarde la médecine libérale, elle va pas mieux. Voilà, donc c'est vrai que c'est sans doute ça, cette difficulté aujourd'hui. Alors, c'est sans doute pas moi tout seul qui arriverai à inverser cette donnée. Mais je pense qu'elle est réelle et elle est d'autant plus étonnante qu'elle frappe beaucoup des grands pays occidentaux. Et on le voit notamment dans la désertion, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou la désaffection, c'est-à-dire des gens qui finalement changent de carrière en plein milieu, quittent le secteur, ne s'engagent plus pour les plus jeunes dans les études de soins, n'envisagent plus de faire carrière toute leur vie quand ils sont jeunes dans ces métiers-là. Et donc c'est vrai que ça interroge. C'est une crise qui est peut-être plus morale et profonde que juste financière, démographique ou autre. Merci pour ce diagnostic dont on appréciera. Je voulais vous monter le moral la lucidité, mais on va essayer de travailler sur les réponses et les remèdes, puisqu'on parle de santé. Alors, en 2000, l'OCDE qualifiait le système de santé français comme l'un ou le meilleur du monde. 24 ans plus tard, un quart de siècle plus tard, on n'a pas le sentiment, en tout cas du point de vue des patients déjà, et on en a beaucoup parlé dans le cours de la journée, il y a une vraie inquiétude sur cette détérioration. Et vous venez de le dire, du point de vue des acteurs, des praticiens, ce monde de la santé, il y a la même à la fois inquiétude par rapport, vous l'avez dit, à un engagement, et par rapport à l'avenir, effectivement, d'un système qui connaît une crise financière, de financement. On parle beaucoup de budget en ce moment, et votre premier budget de la Sécu, comme on dit, sera pour cet automne. Il est sans doute parmi ceux qui seront particulièrement regardés. Il y a plusieurs sujets qui sont sur la table. Comment est-ce que, finalement, vous abordez, vous, les remèdes qu'il faut apporter? Et ils sont évidemment multiples. Dans quel ordre de priorité on s'y prend? Bon, alors d'abord, je pars pas d'une feuille blanche, je pars quand même d'un système de santé qui a été, et ça c'est mon avis d'observateur, je le portais avant,
d'être nommé, évidemment, je vois pas les choses différemment depuis, a quand même été beaucoup accompagné depuis quelques années et plus encore depuis le Covid. Quelques chiffres, quelques repères. Alors ça suffit pas à faire de la performance, ça suffit pas à maintenir un système de santé parmi les meilleurs du monde. Ça c'est un autre sujet. Mais quand on regarde ce que la nation consacre à la santé, on est passé en 2017 de 191 milliards à aujourd'hui 255 milliards en 2024. Donc ce que je veux dire, c'est que l'effort d'accompagnement, il est réel, ce qui ne suffit pas à régler les crises, puisque si le sujet n'était que financier, ça se serait. Et on l'a perçu d'ailleurs à l'époque du Covid, à l'époque du Ségur de la Santé, pardon, au moment du Ségur de la Santé. Le Ségur de la Santé, rappelez-vous, le président de la République estime en avril 2020 ou avril ou mai, dans un discours à Mulhouse, qu'il faut aujourd'hui que la nation fasse un geste vis-à-vis des soignants, vis-à-vis de l'hôpital. Il parle de l'hôpital parce que c'est principalement à ce moment-là l'hôpital qui est en première ligne, mais globalement de l'ensemble du système de santé. Il décide d'une augmentation de salaire importante, inédite, 8 milliards d'euros rien que pour effectivement l'hôpital, 183 euros net par mois en plus pour les soignants, ce qui est un effort de 10% supplémentaire par rapport à la feuille de paye de chacun. Ce qui, effectivement, dans l'histoire récente de l'hôpital ou du monde de la santé, n'est jamais arrivé et reste un effort totalement inédit. Mais ce qui est frappant, c'est finalement de voir que cet effort a été évidemment bien pris. Tout le monde est heureux de voir sa rémunération augmenter de 10% en moyenne. Mais néanmoins, finalement, le sujet, je rejoins ce que je disais au début, étant plus profond, la crise étant plus profonde, c'est comme passer un peu comme par pertes et profits. C'est un rattrapage et effectivement les salaires étaient sans doute plus bas et il faut continuer à travailler la question de la rémunération et notamment à l'hôpital, mais au-delà de ça, je pense qu'effectivement ce sujet, c'est vraiment qu'on arrive dans un temps long à progressivement réorganiser un système de santé qui a été touché de plein fouet, et ça avant la crise Covid, par des tensions démographiques, de la démographie médicale, mais de la démographie finalement à tous les étages du système de santé, pour tous les métiers du système de santé, qui impactent effectivement la pénibilité, la difficulté. Aujourd'hui, on ne manque pas de médecins en France. On ne manque pas de médecins en France. La statistique nous montre qu'on ne manque pas de médecins en France. On manque de médecins qui effectivement prennent en charge des patients. Ils n'aiment pas trop que je le dise, mais c'est pas blâmer que de dire ça. C'est qu'il y a tout un tas de, il y a tout un tas de faits qui font qu'aujourd'hui, effectivement, beaucoup se sont détournés de ce pourquoi ils ont été formés et ce qui, j'imagine, était un peu leur moteur quand ils se sont entrés dans la carrière. Et donc, c'est un fait. C'est comme ça. Et le médecin qui travaillait 80 heures par semaine, on en a parlé un peu dans l'après-midi, est-ce que c'est finalement un effet aussi de génération, d'époque? C'est un peu terminé, c'est-à-dire qu'il faut plus de médecins aujourd'hui pour pouvoir consacrer autant de temps médical aux patients. Oui, alors certains disent qu'il faut 3 médecins pour remplacer un médecin ou 2 médecins pour remplacer un médecin. Je ne sais pas très bien dire ça. Il faut sans doute 2 banquiers pour remplacer un banquier des années 70 ou 80. Je sais pas. Vous voyez, c'est des études qui... Moi, je suis pas professeur. Il faut demander au professeur qui est devant moi, qui peut-être a connaître ce genre d'études. Ce que je sais simplement, c'est que l'aspiration des jeunes générations, autant dans la santé que dans d'autres secteurs, elles ont évolué. On peut faire des gammes sur le sujet, mais c'est comme ça. Effectivement, ça fait plus rêver aucun jeune aujourd'hui qui a 30-35 ans, qui démarre dans la profession, je parle d'un médecin, de visser sa plaque tout seul, de s'installer, je ne sais pas dans quelle ville moyenne ou petite ville, et puis de commencer à avoir des patients au rythme de 1 tous les 20 minutes, une demi-heure ou 3 quarts d'heure. C'était le rêve sans doute des médecins des années 70-80, c'est plus le cas. Donc on peut se lamenter de ça, mais on peut essayer aussi de voir comment on peut organiser les choses différemment. Donc on ne retrouvera pas ça en médecine comme dans plein d'autres métiers. Dont acte. Donc passons à autre chose et essayons de voir comment aujourd'hui, face à des besoins de santé qui augmentent, qui sont très importants, face à des populations à prendre en charge, ne serait-ce que par exemple les gens qui sont en pathologie, en ALD, ou qui sont dans des âges avancés, qui n'existaient pas dans les années 60-70, en tout cas dans ces volumes-là. Donc effectivement, ça met sans doute une pression sur le corps médical qui est différente. Et donc comment finalement on passe d'un système de santé, là aussi
vais prendre des mots qui vont me permettre de nuancer le plus possible ma pensée pour pas encore m'attirer les foudres de certains, mais d'un système qui était pensé comme étant vraiment uniquement par et pour autour du médecin, un système où on met en place des équipes soignantes, où finalement le médecin presque devient, si ce n'est un chef d'équipe, en tous les cas quelqu'un qui coordonne une prise en charge, qui fera intervenir une infirmière, peut-être une infirmière en pratique avancée, une infirmière azalée, une nutritionniste, une orthophoniste, etc. Et tout un tas d'autres métiers. Et que le médecin, ça reste quand même celui qui diagnostique, qui effectivement est celui qui organise la prise en charge et veille à la qualité de cette prise en charge et à la bonne intervention de chacun. Il restera l'autorité qui fera effectivement que les choses s'organisent autour de lui. Mais néanmoins, son rôle sera évidemment différent. Et peut-être qu'il faut passer d'un système qui est organisé, je le disais, donc autour du seul médecin, à un système qui permet effectivement de faire monter en reconnaissance. Et alors, le travail qu'on fait avec la délégation, j'aime pas trop l'expression délégation de tâches, on a l'impression qu'on donne à d'autres des tâches qu'on n'a plus le temps de faire. Non, c'est une montée en reconnaissance de gens qui ont, par leur formation, par leur expérience, peut-être par leur capacité à passer au fil de leur carrière des diplômes qui permettent pour eux d'évoluer, eh bien, peuvent prendre en charge aussi, prendre leur part dans la prise en charge du patient. Et ces 18 derniers mois, il y a 20 actes, très concrètement, qui ont été transférés depuis les prescriptions d'antibiotiques pour les cystites ou les angines pour les pharmaciens. Ce matin, c'était un décret qui permet aux infirmières dorénavant de signer des certificats constatant des décès. Ça a l'air de dire comme ça, les décès, c'est sûr que c'est plus du soin. Mais c'est un acte qui était jusqu'à présent réservé aux médecins. Ça libère du temps médical. Et ça libère du temps médical. On l'a fait pour les IVG chirurgicales. Hier, c'était un décret qui est sorti, les IVG médicales pour les sages-femmes. Voilà, donc c'est vrai qu'on est sans doute à l'amorce d'un mouvement de réorganisation du rôle et de la place d'un certain nombre de professionnels de santé. Comme député, il y a quelques mois, avant d'être nommé ministre, vous avez porté, il y a 3 mois, vous avez porté une loi qui a effectivement un peu agité le monde des médecins. Vous disiez aujourd'hui qu'il faut effectivement faire attention aux mots qu'on emploie. Il y a une discussion qui a lieu entre le gouvernement actuellement et le monde de la médecine libérale. Comment est-ce qu'on peut réorganiser dans les territoires pour apporter des réponses aux déserts médicaux, ce que vous dites là, qui est déjà expérimenté ici ou là, passer à l'échelle et essayer d'expérimenter ces réseaux de soins avec ce que disait Pierre-Yves Geoffard, je trouve était assez intéressant, le côté bottom-up, c'est-à-dire de discuter. Parfois, ce sont des maires. On a vu des exemples, moi j'en ai vu plein de reportages où on voit qu'un maire organise avec un réseau et finalement ça se met en place naturellement. Est-ce que de la tour de contrôle d'où vous êtes, on peut accompagner quelque chose qui viendrait apporter des réponses concrètes sur le territoire ? Alors moi j'ai été très intéressé par l'échange qu'il y a eu à l'instant, par les deux interlocuteurs, et je suis totalement d'accord avec vous. Quand on parle du crise du système de santé, c'est qu'on ne regarde pas d'assez près ce qui se passe sur le terrain. Et moi, je suis persuadé que la vraie révolution de notre système de santé, c'est en libérant les énergies, c'est-à-dire finalement en faisant confiance aux acteurs de terrain. Et que mon souhait de ministre, c'est surtout pas d'accoler mon nom à une loi qui prendrait 1 an et demi ou 2 ans à imaginer. C'est déjà fait en plus. Oui, enfin, c'était une modeste proposition de loi, même si elle a fait beaucoup parler d'elle. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'on a autre chose à faire que simplement de vouloir en permanence repenser la loi et penser que le seul fait de changer la loi suffit à provoquer des révolutions. La vraie révolution dont on a besoin, c'est une révolution de la confiance, de faire confiance aux acteurs de terrain pour prendre en charge et organiser la prise en charge des patients au plus près de leurs besoins. Moi, quand j'ai été président de la Fédération hospitalière de France, on avait lancé une expérimentation qui d'ailleurs continue toujours dans 5 territoires, qui s'appelait autour du concept de responsabilité populationnelle. L'idée de dire, finalement, aux soignants, au sens très large du terme, à ceux qui prennent en charge les patients, qu'ils soient soignants très directement professionnellement, mais qu'ils soient aussi, vous l'avez cité, les collectivités locales, qu'ils soient les réseaux d'associations de patients, enfin tous ceux qui sont partie prenante de la prise en charge de certaines pathologies. Et bien sur 2 pathologies,
le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. Et on avait dans 5 territoires très différents, il y avait autour de Quimper, Vesoul, Troyes, Niort et Douai. Vous voyez, donc des territoires aux 4 coins de la France, dans des dans des territoires très différents sur le plan géographique, et aussi des données de santé des populations. Finalement, confier la mission sur ces 2 pathologies à ceux qui donc suivaient ces patients-là, de leur dire comment on améliore la prise en charge, et en leur laissant totalement la capacité de mettre en place des dispositifs ou des modes de prise en charge évidemment adaptés à leurs besoins, mais aussi à leur force en présence. Là, il y avait un hôpital qui était très fort dans telle spécialité. Là, il y avait au contraire 1 ou 2 cliniques qui venaient pallier l'insuffisance de l'hôpital. Là, il y avait un réseau de prise en charge ou une collectivité particulièrement impliquée, ce qui n'était pas le cas dans un autre territoire. Bref, en fonction des forces en présence, en fonction des besoins de la population et en fonction de la volonté de bien faire de ceux qui prennent en charge, eh bien, on a vu émerger des modes de prise en charge sur les 2 pathologies qui étaient les mêmes, très différentes, mais qui toutes amenaient une amélioration de la prise en charge de la population. Et donc finalement, c'est ça, c'est faire confiance aux acteurs de terrain pour... Avec des changements qui se voient et qui sont concrets. Oui, qui sont pas spectaculaires, parce que quand on vous dit que dans le Douaisis, on a amélioré la prise en charge des diabétiques de type 2, ok, dans le Douaisis, tant mieux pour eux, et on se dit, voilà. Sauf que dans la vie des gens, on la transforme, et c'est ça, cette révolution qu'il faut qu'on fasse. On est dans un système de santé qui a été trop longtemps pensé à taille unique depuis le ministère que j'occupe aujourd'hui, que d'autres occupaient avant, beaucoup d'autres ont occupé avant, et qui effectivement a été vu de manière très jacobine. Et le fait que vous soyez un élu de terrain, vous avez été maire de Fontainebleau, il y a un hôpital, est-ce que ça vous aide finalement à essayer d'avoir une approche qui soit cette approche plus bottom-up, plus terrain? Et est-ce que on peut travailler avec les élus, on parle beaucoup de décentralisation aujourd'hui, pour essayer d'organiser les choses, mais je dirais partout, y compris là où les grands déserts médicaux, on sait où ils sont plutôt dans les endroits où il y a aujourd'hui, sur les territoires un peu oubliés, soit dans certaines zones, on parlait de la Seine-Saint-Denis autour de Paris, soit au cœur de la ruralité. Est-ce qu'on peut apporter des réponses à l'échelle de l'année ou des années à venir par une organisation, une mobilisation quelque part, comme le font les maires. Moi, j'ai vu des maires de petits villages qui font effectivement des choses. Mais moi, j'en suis persuadé. Alors, il faut, bien sûr, ça ne veut pas dire que l'État doit s'arrêter, regarder ce qui se passe sur le territoire et dire maintenant. Qu'est-ce qui bloque ça? C'est les ARS? C'est quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un problème bureaucratique en fait dans la santé qui freine cette innovation? Oui. J'ai réussi à lui faire dire oui. Non, mais bien sûr qu'il y a un problème. Mais bien. Ça veut dire que la bureaucratie est mauvaise en soi. Ça veut dire qu'il faut la travailler. Bien sûr. La pâte à modeler. Non, mais bien sûr qu'il y a un sujet, effectivement, d'une conception qui est beaucoup trop administrée. Et le peu vu pendant la crise Covid. Bon. Non, mais oui, mais la crise Covid, c'est facile de dire c'était une époque bénie où tout le monde pouvait faire. On a ouvert les vannes, on a libéré les dollars ou les euros. De la bureaucratie. Oui, mais on a demandé à la bureaucratie d'être moins présente. Et donc c'était une époque bénie, mais maintenant il faut la rembourser. Donc c'est un autre sujet. Et vous m'inviterez pour un autre débat sur comment on fait pour revenir à un équilibre des finances publiques en général. Bon, mais au-delà de ça, donc c'est une époque bénie, oui et non. C'est une époque exceptionnelle. Il y a eu une réponse exceptionnelle, ça a marché, tant mieux. Maintenant, on revient à des niveaux qui sont, enfin, comment dire, à des conditions qui sont plus classiques. Non, moi, je suis d'abord un éternel optimiste. Deuxièmement, mais ça compte pas. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, sur le terrain, il y a beaucoup d'envie de faire et de bonne volonté. Les élus locaux sont porteurs de l'intérêt général, ils peuvent comprendre effectivement, et parce qu'ils ont l'impression de leur population, qu'ils doivent aussi être pas ceux qui vont inventer des modes de prise en charge. Ils vont pas soigner non plus, mais par contre ils peuvent être des assembliers qui aident à faire émerger des projets. Et avec les nouvelles technologies, on peut imaginer que le territoire, c'est le lieu du décloisonnement. Que tout le monde n'ait pas son hôpital, mais qu'il y ait des chaînes de soins qui permettent d'améliorer les choses. Un des enjeux de notre système de santé, c'est faire revenir les jeunes dans les filières, dans les métiers du soin. Première chose. Deuxièmement, c'est effectivement décloisonner. Il faut sortir du système en tuyau d'orgue où le spécialiste parle pas beaucoup au généraliste, où le médecin de ville parle pas beaucoup à l'hôpital, où l'hôpital ne regarde pas au-delà des 4 murs de ce qui se passe
autour de lui, ou voilà, enfin, tous ces cloisonnements que l'on connaît, qui sont liés à des modes de financement différents, qui sont liés à des statuts juridiques différents, à des modes d'intervention qui sont pas donc les mêmes. Il faut arriver à casser, à baisser les ponts-levis et à faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Où est-ce qu'ils travaillent ensemble? On peut le décider depuis Paris, lancer des grands slogans, mais sur le terrain, ça ne marchera pas. C'est sur le terrain qu'ils vont inventer des modes de prise en charge où tout d'un coup, eh bien, le kiné libéral travaillera dans le service hospitalier de l'hôpital de proximité, que le médecin aura le droit de faire un mi-temps là et un mi-temps libéral et un mi-temps à l'hôpital. Prenez l'exemple des sages-femmes. Les sages-femmes, d'abord, il faut rappeler que les sages-femmes, c'est des médecins, c'est une carrière médicale, c'est pas des paramédicales. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, les sages-femmes ont un statut dans la fonction publique. Elles ne sont pas praticiennes hospitalières, elles sont réputées être comme les infirmières, c'est-à-dire des paramédicales. Il y a plein d'aberrations dans ce système de santé qui font qu'effectivement, on a toujours bridé les... faut tout faire péter. Oui, ben... on vous présentera la semaine prochaine le 8e ministre de la Santé. Philippe se l'invitera et vous verrez, peut-être il sera sympathique. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on vit une époque de changement où les gens ne comprennent plus qu'on ne s'attaque pas finalement à ces tabous, à ces silos, parce que ça ne résout aucun problème finalement. Enfin, on s'y attaque. Le président de la République s'y est attaqué. Le président de la République essaie de faire tomber la loi Ma Santé 2022. C'était un premier pas qui était fait vers la territorialisation. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin. Le problème, c'est que le système de santé, c'est un paquebot lent. Et qu'entre le moment où on donne un coup de gouvernail et on voit le virage vraiment s'amorcer, eh bien, il peut se passer quelques temps. Les temps de formation sont longs. Les modes de financement sont figés et compliqués à faire bouger. Parce que les sommes sont plus compliquées. Je disais 255 milliards d'euros consacrés à la santé. Vous imaginez bien regardez, là on a fait bouger les critères sur la campagne 2024, regardez le tollé que ça provoque. Donc effectivement, c'est quelque chose qui ne se bouge que dans le temps. Donc je le redis, on ne part pas d'une feuille blanche, il y a des choses qui ont été faites, on va aller à marche forcée sur la territorialisation et la confiance faite aux acteurs de terrain, et je pense que ça va libérer beaucoup de choses. Changeons un tout petit peu de sujet pour parler d'un autre cheval de bataille pour un ministre de la Santé, c'est le rapport entre le public et le privé. Je sais que vous vous intéressez beaucoup à ça parce qu'il y a aujourd'hui une tendance à une financiarisation, l'entrée du monde financier dans le monde de la santé avec des fonds d'investissement qui aujourd'hui conduisent à une concentration d'un certain nombre de métiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une évolution qui aujourd'hui pose problème? Est-ce qu'il faut réguler? Quel peut être le rôle de l'État face à cette tension? Aujourd'hui, la santé en France est en comptant le public et le privé, je crois que c'est 12,4% à peu près du PIB. Avec le vieillissement de la population, les besoins, vous l'avez dit, sont en train d'augmenter. Donc, si l'État est défaillant, on voit bien que le privé est appelé à la rescousse. Jusqu'à quel point? Bon, alors d'abord, on a un système français qui a toujours fonctionné avec une médecine publique et une médecine libérale, avec des entreprises privées et avec des acteurs publics, et qu'il n'y a aucune raison de vouloir imaginer changer ça. On n'est ni en Roumanie dans les années 70, ni aux États-Unis dans les années 80 à vouloir tout libéraliser, et donc inévitablement il faut qu'on continue à faire ce qui fait la force de notre système de santé, c'est effectivement ce maillage, et cette puissance donnée aussi à la part publique. Par exemple, sur la formation, vous disiez que notre pays a été pendant longtemps un grand pays envié. Regardez les CHU. Les CHU, quand vous allez dans un CHU, vous avez la fonction de soins, où celui qui est malade et qui habite pas loin, dans un rayon de X kilomètres, est soigné quelle que soit sa pathologie. Vous avez aussi la fonction de recherche et vous avez la fonction d'enseignement. Donc c'est vrai que et maintenant dans beaucoup de CHU s'accroche un certain nombre de start-up, de création d'entreprises, et on voit que c'est aussi le lieu de l'alliance entre l'innovation médicale et les prolongements, j'allais dire, industriels ou économiques. On en parlait tout à l'heure avec Bruno Bonnel, tout à fait. Exactement. Donc, si vous voulez, et cette force-là, il faut surtout pas le casser. Au contraire, il faut l'entretenir. Et elle est d'abord portée par un input et un financement public. Ça, c'est la première chose. Donc, il ne s'agit pas de stigmatiser ni un mode d'exercice ni un autre. Deuxièmement, quand on dit privé, je ne sais pas de quoi on parle. Enfin, il y a la médecine libérale, mais qui reste une médecine qui est quand même financée par la solidarité nationale. Alors, je pensais plutôt à la financiarisation. Alors, la question de la financiarisation, c'est un autre sujet. La financiarisation, elle a un peu toujours existé, puisque finalement, ça fait déjà quelques années qu'il y a des capitaux, notamment dans les groupes de cliniques privées,
commerciales qui ont été amenées à passer de la main parfois de leurs fondateurs, qui étaient effectivement des médecins dans les années 60, 50, 60, 70, et qui progressivement ont pu être remplacés par des acteurs purement financiers, à effectivement un mouvement où on voit qu'il y a derrière la financiarisation des effets de concentration. On pense au laboratoire, on pense à ce qui est en train d'arriver à la radiologie, à des plateaux de radiologie, où effectivement il y a derrière la financiarisation un effet de concentration et finalement des secteurs qui potentiellement pourraient appartenir à quelques acteurs. Alors ce sujet-là, il faut le surveiller. Il inquiète beaucoup de monde. Je vois que le Sénat a fait partir une commission d'enquête assez consensuelle droite-gauche il y a quelques semaines au sein de la commission des affaires sociales pour justement évaluer et commencer à apprécier ce que sont les impacts de la financiarisation. De la même manière, on a décidé avec Bercy de lancer une mission conjointe à la fois IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, et IGF, Inspection Générale des Finances, pour justement essayer d'apprécier aujourd'hui quelle est la réalité de la financiarisation et comment essayer de veiller à ce que ça ne vienne pas, déstabiliser le système de santé. Donc il faut simplement non pas s'effrayer de ce mouvement, mais il faut le regarder, l'apprécier et faire en sorte qu'effectivement, potentiellement, ça ne vienne pas déstabiliser le secteur. Je dis ça parce que aujourd'hui, je sais qu'il y a des ordres, qui ne sont pas que l'ordre des médecins d'ailleurs. Je pense à l'ordre des pharmaciens, je pense dans un tout autre genre, mais enfin vous me direz les mécanismes sont les mêmes, l'ordre des vétérinaires de manière peut-être d'ailleurs plus aboutie, l'ordre des vétérinaires, qui ont commencé à réfléchir sur l'impact éthique que peut avoir effectivement la financiarisation. Éthique vis-à-vis des professionnels que, évidemment, ils fédèrent. C'est qu'il y aurait des risques qu'on ne prendrait pas. En tous les cas, ils s'interrogent, eux aussi s'interrogent sur effectivement l'impact que peut avoir éventuellement une éventuelle financiarisation. Alors c'est une médecine à plusieurs vitesses, pour le dire. Réflexion préventive, mais je sais que pour en avoir parlé avec certains, alors j'ai pas été vérifié, mais on me dit que l'ordre des vétérinaires a déjà fait un peu le ménage dans ses troupes, justement liés à des comportements qu'ils semblaient être évidemment, comment on va les qualifier, non éthiques ou moins éthiques, à partir du moment où effectivement certains cabinets de vétérinaires étaient rachetés et étaient soumis à des intérêts qui n'étaient plus ceux de l'intérêt général, mais la rentabilité, des petites bêtes, mais des fonds. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on regarde, il faut le regarder, il ne faut pas s'en effrayer, il faut simplement veiller à ce que ça ne déstabilise pas le système de santé. C'est un sujet d'attention. Exactement. Alors on arrive un peu à la fin, je vais terminer par le rôle du ministre de la Prévention. On est un des pays qui a l'espérance de vie la plus longue en Europe, mais l'espérance de vie en bonne santé, on est assez médiocre, on est plutôt dans le milieu du classement. Est-ce qu'il y a un certain nombre de causes, je pense à l'obésité, je pense à quelques autres dont on parle beaucoup, sur lesquelles vous pouvez mettre particulièrement l'accent pour essayer d'améliorer cette situation? Alors là aussi, vous en parliez à l'instant, l'importance effectivement de la prévention. Vous avez vu que le président de la République avait souhaité, et donc ça va être mis en œuvre là, dans les prochaines semaines, d'ici l'été, les 4 rendez-vous de prévention, 4 âges clés de la vie, qui vont pousser les Français à aller consulter le docteur, même s'ils ne sont pas malades, juste pour faire un point de leur vie, parce qu'ils ont, alors les 4 âges clés, évidemment, je ne les ai plus en tête, ça doit être 25 ans, 40 ans, 55 ans et un peu plus tard. Et l'idée, c'est de anticiper, quoi. Oui, c'est de permettre de faire un bilan avec un professionnel de santé sur son mode de vie, sur son rythme de vie, sur les pathologies qu'il a eues, sur etc. La manière dont il suit éventuellement les pathologies chroniques qui sont les siennes. Donc on continue. Vous parliez de la prévention sur le cancer. Les taux sont pas bons. La France est un pays qui, un des premiers, et ça a été aussi beaucoup regardé, copié à l'étranger, affronter les sujets du cancer en y mettant beaucoup de moyens. C'était il y a 20 ans le lancement du premier plan cancer de Jacques Chirac, qui est un modèle et qui a toujours été suivi par l'ensemble, toutes les majorités qu'on suivi ensuite. Mais le taux de dépistage du cancer colorectal, 35%, le taux de dépistage du cancer du sein, 70%. Les objectifs restent pour l'un comme pour l'autre
d'arriver à 90%. Et pourtant, l'assurance maladie envoie à tous les hommes de plus de 50 ans régulièrement des courriers pour leur dire c'est votre tour d'y passer, il faut faire un dépistage, etc. Bon, donc c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de pédagogie, mais là aussi, la prévention, on ne peut pas la faire à la place des gens. Et donc, c'est de l'éducation, c'est énormément, effectivement, d'information. Pour conclure, 2 mots sur la santé et le sport. J'ai vu que vous aviez mis en place un plan JO pour comment ça va se passer cet été avec l'arrivée d'énormément de gens, notamment à Paris. Et puis, est-ce que c'est l'occasion pour vous de communiquer sur... Ça participe de la prévention, c'est-à-dire de dire il faut peut-être qu'on profite des JO en France, à Paris, pour faire de cette année, ce qui a été donc décidé, faire de cette année une grande année non pas de lancement, parce que mais en tout cas de désédentarisation. Oui, pour populariser le sport, la pratique sportive, le sport santé, le sport adapté, le sport pour tous, de manière à pousser les Français à faire de l'exercice. Il n'y a pas 62 millions de champions du 100 mètres, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de faire de l'exercice, de comprendre qu'effectivement, par le sport, par l'exercice, je le redis, eh bien, c'est la meilleure des préventions face à un certain nombre de pathologies. Et donc, l'effet d'entraînement que peut apporter les JO, l'effet loupe que va apporter les JO sur la pratique sportive, doit nous permettre derrière, et c'est toute la volonté, alors là, pour le coup, du gouvernement depuis un moment, parce que ce rendez-vous, on s'y prépare depuis 3-4 ans, eh bien, c'est effectivement derrière de déployer les maisons de santé, sport santé, d'accompagner mieux les collectivités locales qui lancent des programmes de sport santé. Il y en a aujourd'hui 500, des maisons de sport santé, financées par l'assurance maladie. Enfin bref, donc d'arriver effectivement à ce que notre pays devienne une grande nation de sport, non pas pour la performance sportive, mais uniquement pour la pratique personnelle. Bien, Frédéric Valtour, voilà. On arrive à la fin de cette journée et de cet entretien. On peut, je pense, vous applaudir en vous souhaitant le meilleur.